Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome to the Clean Air Forum 2017. In these hallowed halls, this lends weight to what we will be discussing over the next 2 days, and this is only a beginning. And we face a sense of urgency because we face deadlines. We have the laws, we have the directives, we have the efforts that have made progress in reducing air pollution in Europe, but it's not good enough. It's not good enough, and that's why we are meeting today to discuss the synergies, to compare notes, how we can make this work better and to meet the deadlines. Let me give you a couple of pointers before we get started. One, this is not just involving you, although this is a very high-level group, and I hope to get you involved as quickly as possible in this. We're all in it together. This is going to be this is web streaming right now. And for those watching web streaming, there's a hashtag. Can you back up to the hashtag? Back, one more. Hashtag CleanAirEU. If you can keep that in mind, and those of you who are watching anywhere in the world, and send questions. We want this to be a discussion. This is a discussion that's going to go on for several years until we meet, hopefully, these deadlines in 2020 and 2030. So it is web streaming. And also, we will be under the gun here because we'll have timers for all the speakers. We're starting a little bit late because of all the very important meetings that are going on in this building, some of them related to what we're talking about today. My name is Chris Burns. You might know me from my Hard Talk show on Euronews. For 5 years, I had people on, 3 people, 10 minutes, start a lively discussion, sometimes a fight. Today, we're looking for synergies and cooperation. I grew up in Los Angeles, né d'une mère française, qui était devant ce bâtiment quand Charles de Gaulle a parlé à la libération. Donc c'est très émouvant pour moi d'être ici et d'être avec la maire de Paris. C'est très émouvant. Et j'ai grandi dans 2 villes fantastiques, mais avec un problème de l'air. Et on espère trouver des solutions à ce problème aujourd'hui et demain. Plus de solutions. I would like to invite, along with the mayor, the commissioner of the environment. These are the 2 people and their teams who made today happen. Mayor Karmenu, European Commissioner, I just elected you. Commissioner Karmenu, Vella, European Commissioner for Environment, Maritime Affairs, and Fisheries, who is going to, along with the mayor, set the tone for today. Mr. Commissioner, please. Thank you very much, Chris, and a very good morning to all. Mayor, Hidalgo, Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great pleasure to welcome you to the first European Clean Air Forum. And thank you for coming in such good numbers, because your presence is a powerful illustration of the growing interest in clean air and an equally powerful reminder of the urgent need to act. A reminder that citizens are suffering, a reminder that Europe needs to act. And for the next 2 days, we will be hearing about both those things, not just the scale of the dangers that we face, but also the impressive efforts that are being made to rise to the challenge. Mayor Hidalgo, let me start by thanking you for hosting us in this impressive, very impressive setting. Paris is a great place to hold the forum, and under your leadership, the city has been at the forefront of this battle defending citizens' right to clean air.
Paris concentrates the challenges. It shows how hard it is to deliver clean air while meeting legitimate needs for heating and transport when a significant proportion of the pollution originates elsewhere. But that challenge must be met. As we will hear in a moment from Maria Neira and Hans Bruyniks, as well as Richard Fuller tomorrow, the science is crystal clear. The World Health Organization has confirmed that more than 400,000 premature deaths can be attributed to air pollution each and every year here in the European Union. And it is not just human health that suffers. Our economies suffer as well. There is some good news. The air we breathe is cleaner than it has been for decades. Air pollution is coming down, and on many days the sky looks clear. But appearances can be very deceptive. Many of the dangers are actually invisible. In Europe, premature deaths from air pollution are about 15 times higher than fatalities from road traffic accidents. And you can keep off the roads, but you cannot stop breathing air. Let's not be too gloomy, because we are making progress. In the first 15 years of this century, we saw the combined GDP of the European Union grow by 32%, whilst at the same time, emissions of the main air pollutants actually decreased, for example, by 10% for ammonia and by 70% for SO2, sulfur dioxide. But we cannot ignore the persistent and avoidable health costs from pollutants. Last year, Europe's leaders signed new pollution limits into law. These new standards in the National Emission Ceiling Directive will halve the negative health impacts of air pollution by the year 2030. And Europe is laying down the law. I have been very clear with EU member states that they have to up their game. Failing to meet air quality standards that have been in place for decades is not even an option. And that's why we are taking legal action to push member states into complying with these obligations. I know it's not easy. That's why we want to tackle this problem together. I have launched cleaner dialogues with 3 member states so far, and several more are on the way. And we have a new tool for finding solutions, which is the Environmental Implementation Review. It's not just for member states, but it's also for regions and for cities. It's there to help identify the places where implementation is not working and to fill those gaps with solutions we can find together. We have to tackle the source of these problems, and the Commission is doing that in key sectors like energy, agriculture, and transport. Transport is a good example. Last week, the European Commission adopted a second phase of measures to deliver low-emission mobility. The new lower targets for CO2 vehicle emissions and the incentives for zero and low-emission vehicles will drive the market towards cleaner options. Zero and low-emission cars mean less CO2, but also less air pollution. And our proposals cover not only cars, but also the smaller vans that are so present in our cities. And I believe that they will have a major impact on reducing urban air pollution. It is this part of the mobility package that was in the headlines, and I know that some of you would have liked to see this go even further. But manufacturers are telling us that reaching the CO2 targets will be challenging when considering that the starting point will already be the 2020 emission targets of 95 grams of CO2 per kilometer, and we call for a further 15% cut by 2025 and a 30% cut by 2030.
They also tell us that reaching thresholds to get credits will also be challenging when considering that only 1% of the cars put on the European markets today are electric, and we call on them to put at least 15% zero and low emission vehicles on the market by 2025. Now, it will be for the Member States in Council and the European Parliament to pick up the Commission's proposal, and I call on them to defend the levels of ambition we have proposed. Although it is the CO2 proposal that has been in the headlines, please do not forget that it is not standing alone. It is part of a package that takes a comprehensive approach to low-emission mobility. In this second phase that we adopted last week, we also included proposals to engage the use of public transport by improving connections and hubs, proposals to drive up the band for zero and low emission vehicles by promoting their purchase and leasing by public authorities, and proposals for boosting investment in alternative fuels infrastructure and charging infrastructure. And there will be a third wave of the mobility package in spring. This package also comes on the back of our strong response to the diesel emissions scandal. We have strengthened the regulatory framework for measuring emissions in real driving conditions, and we have revamped the rules for market surveillance. I hope that Europe's ministers will make a final decision soon on these stronger measures. So the European Commission is doing its bit. We are making sure that going for low-emission vehicles is not only good for our planet, but also good for our pockets. But we cannot and we should not act alone. We count on the automotive industry and its suppliers. We count on municipalities and regions, and we count on member states to take the right steps in this direction as well. Paris is a great partner in this respect, and Paris has shown that cities are an essential part of the solution. But mobility is only one part of the cleaner story. I trust that those who are calling today for more ambition on CO2 from cars and vans will tomorrow also call for other polluters to take their share of the responsibility. We need to create the right incentives in our agricultural policies, in our buildings and urban planning policies, and in many other policy areas at many levels. This Cleaner Forum will be looking over the next 2 days at the whole spectrum of emissions, at the cocktail of pollutants that we breathe, and at the solutions across the board. We will launch our discussions today by reflecting, together with Neira, Director at the World Health Organization, and François Bourdillon, the Director of Santé, Publique France, on the health aspects of clean air and the severe consequences of any failure to take action. We will return to that theme tomorrow when Richard Fuller, the co-chair of the Lancet Commission, will present their latest report. Today's first panel discussion will look at where we need to act on this silent killer. We will be touching on the need for concerted action across society and involving all stakeholders and many economic sectors. My good friend Hans, the Executive Director of the European Environment Agency, will guide us through the air quality situation in the European Union, showing us a new way for citizens to get up-to-date information on air quality in their region. And I am sure many of us will be using it in the future. Air pollution, and fine dust in particular, can travel very, very long distances. As well as strengthening the case for action at the European level, this also underlines the need for a concerted approach. In cities where most Europeans live, most of the local air pollution comes from transport and residential heating.
In today's second panel, panelists will discuss the urban mobility challenge and solutions that are feasible and affordable. As Paris knows all too well, many cities also suffer from pollution that originates elsewhere. This strengthens the case for regional partnerships and action at national and international levels. One good example of cooperation is the Partnership on Air Quality under the umbrella of the Urban Agenda for the EU, which is promoting cooperation between member states, cities, the European Commission and other stakeholders. When it comes to tackling air pollution, we need an integrated approach. One of the main sources of particulate matter, for example, is agriculture. Once ammonia gets into the air, it combines with other chemicals to form secondary particulate matter. It's an enormous problem all across the continent. So the forum will be looking in detail at what we can do. What can farmers do to address the problem, and how can we, as citizens and policymakers, reduce the pressures that they face? Farmers suffer as well, as ozone pollution is a major factor in reducing crop yields. So we will be hearing from the head of cabinet of my friend and colleague, Commissioner Phil Hogan, who will be looking at future directions for the coming agricultural policy. Turning to tomorrow, we will see a tighter focus on solutions and the business opportunities that clean air has to offer. We will be hearing that much of the technology we need is already here, but it needs to be put to better use. It's a great opportunity for Europe to lead from the front, and I want to see us at the vanguard of the transition towards a cleaner economy. We will be hearing a lot more along those lines in the coming months. In February next year, Bulgaria will be hosting an Eco-Innovation Summit on air quality, and I am delighted that Minister Neno Dimov, the Bulgarian Minister for Environment and Water, has agreed to give us a taste of what's in store. We will also have the pleasure of welcoming Brune Poisson, State Secretary for Environment here in France, who will represent Minister Hulot and outline how France is responding to the cleaner challenge. We need to roll out those technologies, but we also need a coordinated approach. So the last panel tomorrow will take a close look at the governance structures that are already in place and how they can be improved. The focus will be on the granularity of the approach, how we can ensure that policy at EU, policy at national, regional and local levels are mutually reinforcing and are pulling in the same direction. To close the forum, Pierre Moscovici, European Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs, will demonstrate the major role that fiscal policy will play, helping Europe deliver the clean air that our citizens deserve. Colleagues and ladies and gentlemen, before I hand over to Mayor Hidalgo, one final thought. I am sure you will agree that air quality is one of the most fundamental tests of any society. If our society fails this test, then real people like you and me, risk paying the ultimate penalty. Just like the pollution itself, the costs are often hidden. But just like the costs, that does not make them any less real. We need to bear that in mind for the next 2 days. These problems can be avoided. We do have the structures and the technologies that we need, but we have to do a better job at ensuring that they get used. Failure is not even an option. Thank you very much for listening. Thank you. So the measures are in place. The measures are in place, and how is it working on the ground? Il y a des objectifs très
La maire, Anne Hidalgo de Paris, voudrait reconquérir la ville pour les piétons, pour les vélos, pour les voitures propres. Comment est-ce qu'elle va le faire? Et en 2024, ce sont les Jeux Olympiques. Donc on veut absolument réussir avant 2024. Comment est-ce qu'on va le faire? Maire Hidalgo, s'il vous plaît. Los Angeles. Please allow me to speak in French. But thank you, Mr. Commissioner. Thank you, Maria Neira. Thanks for all the friends and colleagues here in this room. Merci beaucoup d'être ici. Je veux juste dire un mot puisque notre présentateur, animateur de ces débats est aussi de Los Angeles. Dire que Paris et Los Angeles sont les deux villes retenues pour les Jeux Olympiques de 2024 et 2028. Et avec mon collègue, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, nous avons décidé de porter une ambition écologique, une ambition sur la qualité de l'air dans nos candidatures et de coopérer pour que les Jeux Olympiques, avec l'appui du Comité international olympique, soient des Jeux sobres, des Jeux qui déjà préparent ce monde d'aujourd'hui et de demain, entièrement basés sur des énergies renouvelables, les énergies du recyclable. Et donc, je veux lui dire merci. Je veux lui dire aussi, puisqu'il a parlé de sa maman qui était devant l'hôtel de ville en août 1944 pour la libération de Paris, que cette maison a connu toutes ces histoires, cette histoire de France, cette histoire de l'Europe, cette histoire du monde, et que dans mon bureau, j'ai une très belle photo qui raconte comment les élus parisiens ont défendu ce bâtiment pour reconquérir leur liberté. J'en viens bien sûr maintenant au sujet très important qui nous occupe, vous dire que après avoir entendu Monsieur le Commissaire et après avoir entendu ce matin lors du lancement de notre observatoire des villes sur la qualité de l'air, le Guapo, après avoir entendu Maria Neira, je ne peux que me réjouir que la prise de conscience aujourd'hui sur la question de la qualité de l'air, une question qui fait partie intégrante du changement climatique, que cette question-là gagne du terrain et gagne des alliés. Oui, les villes, et une ville comme Paris accueille de très très nombreux habitants. Nous sommes, nous, les grandes villes mondes, en première ligne de front par rapport aux différents impacts de la mondialisation. Des impacts très positifs comme cette mondialisation qui permet à des jeunes, à des moins jeunes, à toutes ces populations créatives qui vont bien, d'aller sur la planète entière et de se sentir des citoyens du monde. Des impacts très positifs lorsque cette mondialisation, cette globalisation des échanges permet d'une certaine façon de lisser des frontières et de se sentir dans une culture qui fait que cette planète est notre bien commun et que même si nous appartenons à des histoires, à des nations, à des villes, à des territoires différents, nous savons qu'il y a un destin commun à cette humanité. Ça, ce sont vraiment des points très positifs. Et une ville comme Paris, une ville européenne, Monsieur le Commissaire, pleinement engagée dans ce désir d'Europe, dans cette volonté de faire de cette Europe un espace démocratique, citoyen, politique, progressiste, visionnaire. Eh bien, tout cela, ce sont les bienfaits de cette ouverture des frontières et de ces échanges. Mais nos villes sont aussi confrontées aux défis climatiques, par exemple, au défi des migrations, autre exemple. Le défi climatique, nous sommes l'endroit, les villes, où nous produisons l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre. 70% des gaz à effet de serre sont issus de nos grandes villes. Nous allons avoir dans les années qui viennent plus de la moitié de la population mondiale, 70% de la population mondiale qui vivra dans les grandes villes, parce que les gens viennent y chercher refuge, travail, opportunités. Et donc, les villes, confrontées à ce défi planétaire qui est le changement climatique et la pollution de l'air, sont bien sûr dans l'obligation de trouver des solutions.
Un maire, c'est un personnage politique un peu particulier. C'est un responsable politique, a fortiori lorsqu'il dirige une grande capitale, que ce soit Paris ou une autre grande capitale, mais un maire est quelqu'un qui est enraciné dans une réalité et un responsable politique à qui les concitoyens, les femmes et les hommes qui habitent dans sa ville, lui demandent des comptes sur tout et de résoudre tous les sujets, même si ce ne sont pas des sujets de sa responsabilité. Un maire, c'est donc quelqu'un qui se nourrit de la vie quotidienne, des problèmes que les gens posent, et il s'en nourrit et ça fait son ADN. L'ADN du maire, c'est la réalité. Mais ces dernières années, les maires ont pris un poids plus important parce que les maires, conscients des défis multiples qu'ils ont à résoudre, en général, les maires sont plutôt des gens qui cherchent des alliances, qui cherchent à fédérer, à rassembler, à trouver des solutions. Les maires ont aussi élaboré une vision, justement parce qu'ils sont en première ligne de front de ces grands changements planétaires et de ces grands défis planétaires. Donc les maires des grandes villes aujourd'hui ont une vision et un ADN qui est fondé sur ce rapport à la réalité et ce rapport très concret à nos concitoyens. Beaucoup de personnes qui réfléchissent sur ce niveau de gouvernance qu'est l'échelle métropolitaine, l'échelle des grandes villes, nous disent, en fait, et je confirme, une ville, une grande ville, c'est une bonne échelle démocratique, c'est une bonne échelle de gouvernement à taille humaine. C'est un endroit où on est connecté à la réalité, mais c'est aussi un endroit où on élabore une vision. Et avec ce rapport à la réalité et cette vision, les maires se sont regroupés. Ils ont créé des réseaux. Il y a de nombreux réseaux aujourd'hui qui fonctionnent à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, qui permettent aux maires de façon très agile de se retrouver, d'échanger sur les bonnes pratiques, de prendre les bonnes pratiques et très vite les importer chez les uns, chez les autres. Il y a cette vision, ce travail en commun et cette agilité. La diplomatie des maires est plus souple que celle des États, elle est moins contraignante et du coup on en profite. On en profite pour développer cette diplomatie des maires, pas contre les États et contre les organisations internationales, au contraire, en appui, en alliance, mais pour montrer que c'est là qu'effectivement on peut trouver des solutions. Et sur cette question du changement climatique et de la pollution de l'air, tous les maires ont été et sont confrontés au même problème. Donc on est allé regarder qu'est-ce qui s'est passé pour que certaines villes aujourd'hui soient des exemples. Je pense à des villes comme Copenhague, Amsterdam, qui il y a 40 ans, 30 ans, pour des raisons qui n'étaient pas encore celles du changement climatique, se sont engagées dans des politiques de mobilité résolument ouvertes à des mobilités douces. Souvent, à l'époque, je pense à Amsterdam par exemple, c'est le sujet de la violence routière et la mortalité dans la ville liée aux accidents de voitures qui ont conduit Amsterdam à changer complètement son approche de la mobilité. D'autres villes comme Copenhague, c'était plutôt parce qu'il y avait des contraintes budgétaires, financières et que la ville devait trouver un nouveau modèle et que ce nouveau modèle, elle l'a inventé autour, par exemple, des pistes cyclables. Nous, on arrive très très tard, très très loin derrière. Le modèle de Paris a été un modèle dans les années 60, 70, 80, 90, conçu autour de la voiture. C'était le modèle des 30 glorieuses. Et ce modèle-là a la vie dure. Donc c'est difficile de le changer. Mais en même temps, nous pouvons le changer parce que ces réseaux de maires, cette vision, ces exemples réussis à l'étranger, autour de nous, en Europe et au-delà des frontières européennes, nous donnent de la force, nous donnent des arguments pour dire voilà, ça marche, ça peut se faire. Et après, c'est mieux qu'avant. Parce que souvent on nous dit mais demain ça sera moins bien que hier. Non, après ça peut être beaucoup mieux qu'avant si on s'engage de cette façon-là. Et donc nous avons avancé, mais nous sommes, et je veux vous remercier,
Commission européenne, ONU et bien sûr OMS, nous sommes accompagnés et appuyés par les grandes organisations internationales qui, je crois, ont compris cette agilité de ce niveau de gouvernance que sont les grandes villes-mondes et cette capacité des maires de ces grandes villes-mondes à être visionnaires et enracinés dans la réalité. Nous sommes sur le bon chemin parce que l'urgence, parce que les scientifiques, parce que ce que les organisations internationales disent aujourd'hui devient une évidence et la prise de conscience est aujourd'hui générale. On n'a pas de planète B. L'accord de Paris a été en grande partie fondé sur cet argumentaire-là aussi. On n'a pas de planète B. Nous devons trouver des solutions aujourd'hui et si nous n'agissons pas tout de suite, il est presque déjà un peu trop tard pour les générations à venir. La prise de conscience est là, les solutions aussi, parce que nous avons été aidés, nous sommes aidés dans ce combat, qui est un combat pacifique, un combat très pacifique, mais un combat quand même. Nous sommes aidés par la révolution technologique, la révolution digitale, nous sommes aidés par les différentes grandes innovations du monde industriel et ces innovations aujourd'hui rendent possible des solutions qui n'apparaissaient pas possibles hier. Aujourd'hui, on sait que c'est possible. Et d'ailleurs, avec les ONG très mobilisées, activistes, et heureusement qu'elles sont là, avec les maires, avec des États, avec les organisations internationales, nous avons eu aussi le soutien du monde économique parce qu'il y a heureusement aussi des visionnaires dans le monde économique qui ont compris que le monde des énergies fossiles est derrière nous et qu'il faut aller très vite, accélérer la transition énergétique et écologique pour arriver vers ce monde où on respirera mieux. Et donc, nous sommes accompagnés. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est amplifier ces alliances. C'est, je crois, aussi l'objet d'un forum comme celui-ci. Amplifier ces alliances, bien sûr que l'on comprend que lorsqu'on change de monde et qu'en plus ce changement se fait en accéléré, il y a des peurs légitimes, des peurs liées au changement, liées à ce qui nous attend, que parfois certains de nos concitoyens ne visualisent pas, ne comprennent pas. Et donc il y a à rassurer sur le fait que ce monde de demain va permettre d'avoir des emplois, va permettre de travailler. Ça sera différent, le travail va changer. Ça ne sera pas forcément dans les mêmes secteurs. Mais ce monde d'aujourd'hui n'est pas un monde dans lequel il y aura plus de travail, plus de place pour les uns et les autres. Non, ce monde qui vient est un monde qui, par certains côtés, est très très intéressant, si tant est qu'on y met un certain nombre de régulations, de règles et de précautions par rapport à ce qu'est l'humanité, qui n'est pas une marchandise comme les autres. Et en ce sens, les grandes organisations internationales nous aident à dessiner ce que doit être aussi le champ des normes internationales dans lesquelles nous agissons. Mais donc les alliances sont là et sur la question de la pollution de l'air, par exemple, nous avons, nous, à Paris, engagé de façon rapide avec toute mon équipe, et je veux vraiment les remercier, tous mes adjoints, mais aussi l'administration parisienne, nous avons engagé une grande révolution sur la mobilité. Plus de place pour les piétons, plus de place pour les vélos, plus de place encore pour les transports en commun, fermés non pas avec des péages, je ne suis pas dans cette idée de péage, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer de toute façon, mais je suis plutôt pour qu'on mette en place des règles qui fassent que les véhicules polluants, petit à petit, ne rentrent plus dans cette ville, et donc c'est ça le chemin que nous avons choisi, mais nous sommes engagés dans cette révolution de la mobilité, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de voir que du côté des constructeurs automobiles, il en reste encore quelques-uns qui s'accrochent à leurs filtres à particules, en nous expliquant que c'est ça l'avenir et que l'alpha et l'oméga de l'humanité réside dans leurs filtres à particules, dont on sait, monsieur le commissaire, qu'il y a eu quand même quelques fautes commises et quelques mensonges délibérément énoncés. Mais bon, laissons ça de côté. Ils sont, eux, je crois,
presque disqualifiés, ceux qui s'accrochent encore à ce modèle-là, disqualifiés pour le monde qui vient. Mais ils sont très nombreux à se qualifier parmi les constructeurs automobiles dans ce monde qui vient. Quand j'entends des constructeurs me dire aujourd'hui, nous, fabricants d'automobiles hier, ce n'est plus notre métier d'aujourd'hui, notre métier c'est de fabriquer de la mobilité, je me dis qu'on a gagné. Je me dis qu'on a gagné. Et que cette mobilité va générer aussi ces opportunités économiques dont vous parliez, Monsieur le Commissaire, et qui crédibilisent ce que l'on est en train de faire. Et donc, ce travail-là, il est engagé, je pense que nous sommes sur le bon chemin. La question, c'est de ne pas se laisser retarder, de ne pas, au motif que nous sommes aussi dans un monde où les fake news deviennent un élément de, malheureusement, non pas la démocratie, mais des attaques contre la démocratie, nous devons être organisés et nous devons vraiment être alliés et nous devons vraiment être aussi déterminés. Et je crois que ce qui aujourd'hui est notre responsabilité collective, chacun à l'endroit qui est le sien, c'est justement de montrer cette détermination, cette confiance aussi dans ce qu'on est en train de construire pour les générations qui viennent et dans la capacité de ce modèle-là, celui qu'on est en train d'inventer, à être viable, beaucoup plus viable que le modèle fondé sur les énergies fossiles et sur la prédation des ressources de la planète. Donc nous sommes là, un peu au milieu, à une charnière de notre histoire. Moi, je suis optimiste et confiante. Je pense qu'on va réussir à le faire, mais qu'il faut que le bruit que nous faisons, le fait que nous nous appuyions sur des connaissances scientifiques, techniques, sur des vérités qui peuvent être bien sûr contredites, analysées et critiquées, mais sur des vérités, que cet élément-là soit une base solide qui nous permette de construire l'avenir. En tous les cas, je crois que cette alliance, puisque ce forum est aussi une alliance de ces différents niveaux de territoire et de responsabilité politique, économique, sociale et des territoires du plus local au plus global, est la bonne façon d'avancer. Je veux vous dire merci pour l'engagement de celles et ceux qui sont ici, mais aussi en dehors de cette salle, qui nous accompagnent et qui ouvrent ce nouveau chemin pour notre humanité. Je veux vous dire que Paris, parce que c'est aussi le destin de cette ville d'être à l'avant-garde des idées humanistes, Paris sera toujours de ce combat et je sais que nous allons le gagner. Merci. Merci beaucoup, Madame le maire. Merci. Merci beaucoup, Madame le maire. Thank you, Mr. Commissioner. Petite anecdote. When I visited Paris en tant que petit gamin, je me rappelle des monuments qui étaient noirs. Noirs. C'est maintenant beaucoup plus propre, mais il y a encore l'air à rendre plus propre. Il faut mettre le pied sur le champignon, comme dit le maire, Madame le maire. Merci beaucoup. Encore, what we will do now is we will further frame this issue talking about what is at stake. What is at stake when this air is killing more people than car accidents? When you heard from the Commissioner that it is killing more people than, just to measure in one sense, what Vietnam killed American troops, it's 5 times that every year in Europe. Et là, je parle en tant que citoyen français européen. Let's first hear from Neira, Director of the Department of Public Health, Environment, and Social Determinants of Health at the World Health Organization, the WHO. Maria, where are you? Welcome. Good morning, everyone, and thank you very much for the introduction. What a luxury to be in this place. Have you seen the roof?
Have a look at that. And they're quite clean. I mean, you were talking about how the monuments were in Paris a few years ago. Well, this looks absolutely fantastic. Good morning, everyone. Thank you very much, Mayor Anne Hidalgo, for her leadership, Commissioner, European Commission for organizing this Clean Air Forum. I have decided that I'm not giving you a PowerPoint presentation. What about that? Is that okay? If you want it, we still have it. We have more than hours of PowerPoint presentation, but I'm on a very positive mood. This morning we launched the WAPO, which is a global urban health observatory here in Paris. We are now at this Clean Air Forum, and with all of these positive words and initiatives, I think we need to start to look at what are the next measures we are going to take, what is the plan. And I thought that maybe instead of a PowerPoint presentation with, again, telling you what is the data, what is the situation, why we don't start to work together and what it could be, the master plan for really achieving a clean air. And this forum can be the master plan of the clean air, and we can call it even the Paris Declaration, and this room, I don't know, I'm sure it has a name, but we can look for a name, call it the Paris Declaration. Let me start with the basis for this master plan. According with the World Health Organization estimations, and we did a report a few months ago, and I invite you to have a look at that, 12.6 million deaths globally are caused by exposure to environmental risk factors. Environmental risk factors that are associated with the quality of the air we breathe, so the air pollution, how much the water we drink is polluted, and there are almost 2 billion people around the world still using water that is fecally polluted, the type of energy we are using that is contributing as well to this exposure, and resulting, of course, climate change aggravating, exacerbating all of that, resulting on this almost 25% of the global burden of diseases. Imagine 25% of the global burden of diseases means one disease, one death every 4 could be avoided if we change it into the positive approach, and this is the intention here. Let's move it to the positive approach. We have in front of us something which is absolutely unacceptable, 12.6 million deaths, but we have the opportunity to reduce all of those deaths because we have very effective interventions, solutions, technologies that can be applied, and more importantly, we have even the political willingness, as we heard this morning from the Commissioner and from the Mayor Hidalgo. So what about air pollution in all of that? According with our figures again, 6.5 million premature deaths are associated with exposure to air pollution. Of course, Paris is suffering one of those ad hoc peaks of pollution that are making sure that the citizens are feeling it, feeling bad about it, and then demanding their politicians to take more measures. Today, another city here, very close from here, Madrid, is taking emergency measures because they again reached a peak of pollution. But if you look at what is happening in New Delhi last week, the figures of the peak of pollution was going, if WHO is recommending 35 micrograms for a cubic meter, they reached something like 900. Imagine, this is the quality of air that people was breathing for weeks and for months now in New Delhi. This is having a terrible effect on the health of the people and losing the quality of life, and of course, losing years of life as well. In Europe, we did extraordinary measures. We took extraordinary measures. Things are moving on a very positive way, no doubt. But we are in a moment now where we need to go even for more and look at what could be the solutions for that. And the solutions are not miracles, or they are not strange or very complicated. There are fundamentally 3 solutions. One related to transport. Which type of transport we want for our cities.
And it's about mobility. It's about mobility. Do we want to move by cars, by buses? What do we want? We want to move. What people want to do at the city level is to be able to commute, to go to work, to go to the conference, to enjoy life, and to just move. So which type of mobility do we need to provide to our citizens in order to have something that is sustainable, cheap, affordable, available, and something that is not going against our own health? Is this something strange? Is this something provocative? Is this something that you need to be from the left wing or the right wing to believe on something like that? Or is something that it makes sense for big cities like Paris, where you need to take care of the needs of the citizens that are living here, and this has to be in line with the authorities of health, who are telling you that the number of admissions at our hospitals by asthma, by chronic respiratory diseases, by lung cancer, by stroke, by respiratory infections. I see people in the front row saying, no, please stop. I don't want to be negative, but as you know, one of the diseases causing death associated to exposure to air pollution is a stroke. Exposure to environmental risk factors like air pollution is not just about respiratory infections, it's as well about ictus, it's about cardiovascular problems. And this is something that we need, cerebrovascular problems. We need to be aware of that. If you are responsible for measures that at the policy level, or if you are a medical doctor, or if you are a member of the public health community, this is something that you need to be very conscious about. And the citizens are now very much aware of that. Maybe not as much as we like it, but this is something that is happening now. So there are solutions for a sustainable, affordable, and not pollutant public transport system. Let's look for other examples. Let's create a catalog of ideas that are happening in many cities around the world. WHO is working on doing an assessment of those interventions and looking at the health benefits that those interventions are generated. Believe me, anytime you put in place a measure on a city to reduce the pollution generated by cars, by transport, you will have an immediate benefit that can be measured in terms of health. And this is something that we will be happy to produce, to quantify those health-related or health co-benefits from interventions that can be put in place at the city level. Second solution is coming from energy efficiency and the sources of energy that we are now promoting and using. It's clear that the world is moving little by little, and not at the speed that is needed, into a low carbon economy or completely zero carbon economy. Fossil fuels, Schwarzenegger last week at the Bonn conference on our health side event, on a very provocative way, but you know, there is a provocation that might need to be considered. He was saying WHO in 2003 decided to put in all the tobacco an announcement saying tobacco kills. He says, why not, if one day WHO will say fossil fuels kills, and then anytime you go and to put gasoline in your car, you will receive this type of warning. Okay, this is a provocative statement, but certainly exposure to the combustion and the pollution resulted from the use of fossil fuels is affecting on a very negative our health. So this is another consideration, and the solutions again are available. We are examples now where countries or cities where the pollution was very high, and all of that was done in the name of so-called a very rapid economic development.
we know now that you can still grow from an economic point of view without destroying and without polluting and without creating such as levels of air pollution. So it's possible. You can be very rich, you can be very much sustainable in protecting your environment, and more importantly, you can be the one protecting the health of your people. The other solution will come from the type of buildings and the type of planning that we do at the urban level. How do we want our cities to be organized? Do we want a very chaotic organization in terms of, well, people is arriving, so let's see what's happened? Or do we want to have a healthy urban planning that we can contribute to that and make sure that this is something done for the good of the people, for the good of our economy, and for the good of our health? I think as public health responsible, urban health has to be very much in our agendas, because 70% of the global population will be living at the urban environment. So this is something that we cannot miss. The health sector, we very much stress the importance of influencing energy sector, transport sector, urban planning sector, agricultural sector for a more sustainable food systems, and with all of that, generating health at the cities and reducing admissions of our hospitals. I think this is a very positive plan. I hope you will all endorse it. I hope the European Commission, who has been really looking at issues like legislation, taxes, and innovative solutions, will help us in our fight against pollution, air pollution, and other sources of environmental risk that are affecting our health. And all of that will be resulting on our positive, and we can celebrate very soon that one day we were polluted, but today we are very clean. Thank you very much. Thank you very much, Maria. Obrigado. Let's turn from the global look at what's at stake to a national level. And I'm in awe of this person who's about to come up, because he was with Médecins Sans Frontières. And as a journalist in the Balkans, in Africa, there were places where no one else would go, and I saw the flag of MSF. François Bourdillon was with MSF, and he is now here on a national level to save lives as well. François, please. Welcome. François Bourdillon is Director General of Santé Publique France. And so he will talk to us about how France, comment la France s'occupe de ces objectifs que veut faire l'Union européenne en général. Monsieur Bourdillon. Merci. Est-ce que je peux avoir la diapositive sur cet écran-là? Ah. Vous mettez? Je peux avoir le retour d'écran, s'il vous plaît? Oui, il faut mettre les... Ben non, je ne le vois pas. D'accord, voilà. Très bien. Je voudrais d'abord remercier de cette invitation sur ce forum sur la qualité de l'air. Remercier aussi la mairie de Paris de nous avoir invités dans un aussi beau lieu et aussi symbolique, parce que vous avez entendu tout à l'heure la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est très engagée sur la pollution atmosphérique. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que en France, nous sommes engagés depuis maintenant près de 20 ans dans des logiques d'amélioration de la pollution atmosphérique, et vous le voyez sur cette diapositive, ça date de 1996 où finalement l'État, sur le plan du droit, a demandé qu'il y ait une surveillance
de la qualité de l'air, mais aussi une surveillance des effets de santé sur l'air. Et l'Agence nationale de santé publique, Santé publique France, que je dirige, est depuis maintenant 20 ans associée sur ces logiques-là. Et nos missions, c'est d'estimer les risques sanitaires et de suivre les évolutions, mais c'est aussi de réaliser des évaluations quantitatives d'impact sur la santé de la pollution atmosphérique. Et je vais vous donner quelques exemples dans ce champ. Et bien entendu, pour faire court, de faire du plaidoyer pour expliquer à nos politiques quelles mesures prendre pour essayer de réduire la pollution atmosphérique. Alors, les photos ne passent pas. Je voudrais d'abord vous souligner, non, elles passent définitivement pas, les effets sanitaires de la pollution atmosphérique. Si on reprend l'histoire, il y avait une très belle photo de Londres en 1952. Il y a eu à l'époque un épisode de pollution industrielle au SO2 qui avait entraîné 4000 morts. Et à l'époque, il y avait une première prise de conscience dans ce champ, et il faut comprendre qu'à partir de 79, il y a eu une évolution de la qualité de l'air des villes, et monsieur Walter Holland, à l'époque, disait que la pollution commençait à changer de nature, et il a fallu attendre les années 90 et les années 2000 pour que on s'aperçoive que la pollution de l'air à des concentrations faibles avait un impact sur la santé. Décidément, rien ne passe. Monsieur, est-ce qu'on peut remettre le PDF? Parce que franchement, j'ai un vrai problème sur... voilà, donc là, je voulais vous passer la une du Monde, la une du journal Le Monde en 1976, qui est un très beau dessin de Plantu, qui est notre grand dessinateur humoristique, et Plantu montrait Paris et Lyon. Voilà, c'est la 4, s'il vous plaît. Diapositive 4. Est-ce que vous pouvez passer la diapositive 4? Alors, non, décidément. Ça ne marche pas, monsieur. Voilà. La diapositive 4. Voilà, merci. Alors, je vais vous demander de passer les diapositives au fur et à mesure. Donc, vous voyez, c'était en 1996, la pollution de l'air à Paris et à Lyon entraîne plusieurs centaines de décès à Paris. C'est une très belle image, mais c'est la première prise de conscience en France de l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé, et en particulier en mettant en évidence des décès. Alors, diapositive suivante. Alors, ça, j'ai toute une série de diapositives pour vous montrer que aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Je vais faire assez rapide. Là, vous avez la commission pollution et santé du Lancet qui nous dit globalement que la pollution atmosphérique est responsable de 9 millions de morts prématurées en 2015, soit 16% des décès dans le monde. C'est considérable. Et si on prend la fraction sur les particules fines, les PM2,5, on voit que ça représente 4,2 millions. Diapositive suivante. Donc ici, c'est l'Agence européenne de l'environnement qui nous dit que dans l'Union européenne, c'est 400 000 décès prématurés. Et donc là aussi, c'est des publications qui sont extrêmement sérieuses, scientifiques. Diapositive suivante. Et là, vous avez l'étude qui est faite par Santé publique France, qui est une étude quantitative d'impact sur la santé. Alors c'est une étude intéressante parce que elle est d'une part nationale, elle nous dit qu'il y a 48 000 décès par an liés à la pollution atmosphérique en France, mais que il y a des inégalités territoriales, et dans ces inégalités territoriales, vous voyez que le nord de la France est particulièrement touché, le couloir rhodanien, c'est-à-dire le fleuve Rhône, est aussi particulièrement touché, et on peut voir qu'en termes de mortalité, c'est les villes, compte tenu de la concentration d'habitants, qui ont le plus lourd tribut
sur le sujet, 26 000 décès, 14 000 pour les villes de 2 000 à 100 000 habitants et 8 000 pour les communes les plus petites. Diapositive suivante. Alors ici, l'avantage des modèles que l'on peut faire, c'est qu'on peut faire varier les paramètres. Et donc une des questions des politiques, elle est de nous dire, mais si j'améliore la qualité de l'air, est-ce que je peux améliorer l'état de santé? Est-ce que je peux réduire la mortalité dans ce domaine? Et quand on fait varier les paramètres, eh bien on s'aperçoit que si on prend comme valeur seuil les recommandations de l'OMS, eh bien dans notre pays, si toutes les villes de France le faisaient, nous pourrions réduire de 17 700 sur les 48 000 morts qui sont annoncés. C'est des chiffres extrêmement importants. Et si on se donnait comme critère en France de faire en sorte que les villes les moins polluées soient le référentiel, on pourrait diminuer de 34 000 morts sur le sujet. Diapositive suivante. Alors, une des difficultés dans le plaidoyer, c'est que ces morts sont souvent considérées comme invisibles. Alors, autant on a des statistiques tous les mois de la sécurité routière, on voit les morts parce qu'il y a des accidents, autant ceux-ci, on ne les voit jamais parce que c'est des morts prématurées, c'est une réduction de l'espérance de vie, et donc c'est très difficile de faire ce plaidoyer. Mais je voudrais juste faire un historique dans le champ. Lorsque M. Pétot a fait les premières études épidémiologiques après la Deuxième Guerre mondiale pour montrer les liens entre tabac et cancer, personne ne voyait ce lien-là. Il a fallu les études épidémiologiques, de même pour l'hypertension artérielle. Donc nous en sommes à ce stade-là, et donc il nous faut continuer le plaidoyer sur on peut éviter des morts et on peut améliorer l'état de santé. Diapositive suivante. Alors, là aussi, je vous fais quelques diapositives, je ne vais pas être long, mais vous avez ici des données qui sont issues des grands journaux internationaux ici sur les maladies pulmonaires qui soulignent ce que a dit l'intervenante précédente, c'est qu'il y a de la mortalité respiratoire, du cancer du poumon, des bronchites chroniques obstructives, etc., et qu'il n'y a plus de doute sur les effets sur la santé. Diapositive suivante. Je pourrais dire exactement la même chose sur les maladies cardiovasculaires et en particulier sur les infarctus, les strokes. Diapositive suivante. Mais aujourd'hui, on a des preuves irréfutables sur le fait qu'il y a de la prématurité et qu'il faut être très attentif pour les personnes les plus vulnérables que sont les femmes enceintes. Diapositive suivante. Et aujourd'hui, on a même des publications, si je reprends une publication récente du Lancet, qui met en évidence des liens entre démence et trafic. C'est probablement beaucoup plus complexe que ceci, mais ce sont des données qui sont aujourd'hui extrêmement intéressantes à suivre parce qu'on doit essayer de comprendre ce qui se passe. Je voudrais bien insister sur le fait qu'on n'est pas dans un modèle monocausal, que tout ceci est extrêmement complexe et que pour que l'état de santé soit altéré chez une personne, il y a forcément des composantes génétiques, il y a forcément des composantes individuelles, il y a des problématiques d'air intérieur, il y a des problématiques d'air extérieur et il y a des problématiques de trafic. C'est cette complexité-là qu'il faut essayer de comprendre. En tout cas, agir sur les facteurs est particulièrement important. Diapositive suivante. Voilà, alors là c'est juste pour répondre aux questions sur l'impact invisible. L'impact invisible, il faut bien comprendre, si on prend les particules fines, les particules de 2,5 microgrammes, vous voyez que si elles sont dangereuses, c'est qu'elles vont au plus profond des alvéoles pulmonaires et qu'elles sont capables de passer dans le sang. Diapositive suivante. On va passer cette diapositive pour raccourcir. Diapositive suivante. Et vous voyez ici, c'est des cellules, c'est des macrophages alvéolaires. Et vous voyez, il y a des tout petits points noirs dans ces macrophages. Ce sont des particules fines. Et ceci, sur le plan anatomopathologique, est la démonstration que ces particules fines passent la barrière pulmonaire
rentrent dans le sang et finalement sont des toxiques pour le corps humain. Et je peux vous donner une autre photo qui est de l'épithélium, la diapositive suivante, l'épithélium pulmonaire. Alors je ne sais pas si on voit, mais il y a des tout petits points noirs qui sont montrés, qui sont liés au diesel et qui sont dans l'épithélium pulmonaire. Et donc la toxicité des particules fines, il n'y a strictement aucun doute dans ce domaine. Alors, comment agir en santé publique et comment construire, in fine, le plaidoyer, la diapositive suivante. D'abord, en comprenant les phénomènes d'exposition. Et donc la cartographie, je vous ai fait une cartographie de la France. Là, je vous ai mis une cartographie de Paris, parce qu'on est accueilli par la ville de Paris. Et vous voyez bien sur cette diapositive, les lieux les plus pollués sont les lieux de trafic. Et il n'y a rien à faire si vous habitez au bord du périphérique, si vous habitez sur les grands axes qui traversent Paris, vous êtes plus exposés que ceux qui habitent dans des endroits peu passants sur la France. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si vous voulez agir en santé publique, il faut avoir parfaitement identifié à la fois les lieux, mais aussi à la fois les personnes vulnérables. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure les femmes enceintes, je pourrais dire les nourrissons, je pourrais dire les personnes âgées qui sont atteintes de maladies chroniques, mais je peux aussi dire les fumeurs. Et avant de venir ici, j'ai fait une présentation à la Société française de tabacologie sur l'importance de diminuer le tabagisme si on veut améliorer la santé des personnes. Alors, j'aime cette diapositive-là. Cette diapositive-là, alors on voit très peu, mais c'est toutes les grandes villes de France, d'Europe. C'est toutes les grandes villes d'Europe. En orange, vous voyez la pollution de ces grandes villes et l'idéal, c'est la norme OMS de 10 microgrammes par mètre cube qui est cherchée. Donc on voit que Bucarest et Budapest sont les villes les plus polluées d'Europe et on voit que Paris est au milieu. Et sur l'histogramme de droite, vous voyez les gains d'espérance de vie si nous appliquions la norme de l'OMS. Et donc vous voyez que pour Bucarest, qui est la ville la plus polluée, on aurait 22 mois de gains d'espérance de vie si on arrivait à atteindre la norme de l'OMS. Et si on prend la ville de Paris, on voit qu'on peut gagner 6 mois d'espérance de vie pour la population parisienne si on atteint cette norme-là. Ce sont des éléments de plaidoyer qui doivent permettre aux politiques d'agir. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut être extrêmement important, parce que les politiques, comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a un pic de pollution sur Paris, le stationnement résidentiel est gratuit, les politiques agissent. Et ils agissent parce que la loi leur dit il faut avoir un seuil d'information à partir de 50 microgrammes par mètre cube et un seuil d'alerte après 80, à partir de la pollution de 80 microgrammes par mètre cube. On connaît les effets sur la santé, on les suit. Et honnêtement, pour avoir toutes les données des urgences tous les jours qui tombent dans nos ordinateurs, on voit du bruit, mais assez faible. Et si on veut agir, il faut bien sûr lutter contre les épisodes de pollution atmosphérique, mais il faut agir sur le fond, et c'est la diapositive suivante. Et donc vous voyez ici, en termes de pourcentage de journée, que sur Paris, donc ça c'est des données parisiennes, on a à peu près 32% des jours qui sont entre 10 et 20 microgrammes par mètre cube de dépassement, ce qui entraîne en épisode chronique à peu près 25% d'hospitalisation pour cause cardiaque et à peu près la même chose, 25% de mortalité totale non accidentelle. Et vous voyez qu'au bout du compte, les épisodes qui interpellent la population, parce qu'on a le nez irrité, les yeux qui piquent, ne sont pas finalement aussi responsables de la pollution. Donc il faut prendre en compte la pollution chronique avant la pollution des épisodes de pollution atmosphérique. Diapositive suivante. Alors, c'est aussi connaître les sources. Parce que si on veut agir, il faut connaître les lieux les plus exposés, il faut connaître les populations les plus vulnérables. Enfin, il faut connaître les sources. Les sources, on les connaît.
c'est le trafic routier, surtout sur une ville comme Paris, c'est peu l'agriculture, c'est le chauffage résidentiel, et il faut donc essayer d'agir, et vous avez entendu Madame Hidalgo qui aujourd'hui agit beaucoup sur le trafic automobile avec beaucoup d'énergie. Alors, diapositive suivante. Voilà, alors, dans les éléments du plaidoyer, il y a le coût pour la santé. Donc ça, c'est une étude française qui a été largement battue par nos politiques au niveau du Sénat. Et c'était quel est le coût de santé d'hospitalisation pour la France pour la pollution atmosphérique, et si on l'améliorait, est-ce qu'on pourrait faire des économies? C'est la diapositive suivante. Et donc vous voyez que sur cette diapositive, le coût est estimé à 17 milliards, et que si on faisait les mesures de réduction, on pourrait économiser 6 milliards à terme. C'est un investissement, ça ne se fait pas demain. Si demain on agissait, peut-être que dans 10 ans, on pourrait économiser 6 milliards en dépenses de santé sur le champ. Et ce sera ma dernière diapositive, et je termine. Cette dernière diapositive, c'est comment agir sur la pollution. Très clairement, pour être un médecin et pour être un santé publique, aujourd'hui, si l'on veut agir, c'est pas par des mesures sanitaires. Les mesures sanitaires, c'est le soin, c'est faire de la santé publique, mais c'est de faire de la santé publique, c'est de convaincre les acteurs non sanitaires, c'est-à-dire les acteurs de transport, les acteurs des collectivités locales et territoriales, les maires, pour agir, pour améliorer l'état de santé. Ce que nous devons faire en santé publique, c'est de faire du plaidoyer, c'est de construire des études, c'est de faire des modèles, et c'est de donner des outils d'évaluation pour montrer aux politiques que leur politique fonctionne. Alors je prends un exemple qui est celui de la vallée de l'Arve, où j'étais avec Nicolas Hulot et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, il y a à peu près un mois. Et c'est une vallée très polluée. C'est une vallée très polluée parce qu'il y a du chauffage individuel au bois qui pollue, mais aussi c'est parce qu'il y a un axe routier qui est celui de la vallée de Chamonix, et c'est le bout du tunnel du Mont Blanc. On a fait une évaluation de l'impact sanitaire, on a montré qu'on pouvait avoir des gains, et aujourd'hui, les ministres ont rencontré les élus, ont rencontré les associations, ont rencontré les sociétés d'autoroutes, les industries, et ils ont réussi en moins de 10 ans à réduire de 20% la pollution atmosphérique de la vallée de l'Arve, ce qui montre que c'est totalement possible et qu'il faut continuer à agir. Merci de votre attention. Merci beaucoup, François. Merci, François. Et merci à Maria. I think we're going to move on to the coffee break shortly, but I think the message from, and you must have seen this, François, at the hôpital Pitié-Salpêtrière, vous avez vu vous-même ces statistiques, les faits de la pollution de l'air sur les gens. And so actually what is at stake here is us. It is our life expectancy. And for some of us, it's a life and death question. And that's why after the coffee break, we're going to go to our first panel to talk about further on action. How are we going to do this? And I want to get you involved. #CleanAirEU, and we'll also pass around the mic after the coffee break. Thank you very much.